Merci Juliette, merci Antoine, merci à la directrice et à la responsable du groupe. Merci à vous tous pour cette invitation, je suis ravie d'être là. En plus, voir tous ces visages jeunes me fait un bien considérable. Il m'arrive de dire que je suis une sorcière et que je viens puiser à la jouvence de la prochaine génération. Je ne ferai pas de discours parce que je pense que l'intérêt, notamment pour vous qui êtes en formation, c'est l'échange. Et il nous faut consommer le plus de temps possible dans l'échange. Je vais simplement peut-être introduire une ou deux nuances. D'abord, justement parce que vous êtes des élèves journalistes, je crois que pour vous, les mots sont importants, ils doivent être précis. Ce sont vos outils de travail, ce sont vos instruments. Donc les mots doivent être précis. Un mot ne doit jamais contenir autre chose que ce qu'il doit vouloir dire. Alors je reviens sur le concept de loi mémorielle. Utilisé par Juliette, non pas pour en faire la critique, mais parce que justement, c'est le concept qui est utilisé depuis 2001, donc un peu plus d'une dizaine d'années, pour ce texte de loi. Qu'est-ce qu'une loi mémorielle? Une loi mémorielle, c'est, comme son nom l'indique, une loi qui fait mémoire. Et c'est tout. C'est à moi que vous faites signe? Non, c'est parce qu'on voit des gens derrière vous et on voudrait qu'ils... Voilà, c'est vous. Ouais, parce que comme je n'ai pas appris le morse, je ne comprenais pas bien... Voilà. Parfait. Merci, on les voit que. On ne voit que. Ce sont mes officiers de sécurité. Vous n'allez pas les expulser? Non. Ils sont sympathiques, mais je vous avoue que si je pouvais faire quelques pas sans eux, vous n'avez rien entendu, hein, Sylvie et Xavier. Je les vois toujours, mais bon, je suis désolé. Vous pouvez juste... Est-ce qu'on peut juste les assurer que je ne risque rien parmi vous? Je ne risque rien. Merci Sylvie. Vous êtes tyrannique quand même. J'ai oublié, oui. Les aînés font leur travail de cerbère. Donc voilà, une loi mémorielle est une loi qui fait mémoire, juste qui fait mémoire. Lorsqu'il y a des dispositions normatives dans un texte de loi, on ne peut pas continuer à dire que c'est une loi mémorielle. Donc il y a des lois dont l'objet est de dire il y a eu tel événement dans le passé, nous allons commémorer cet événement, nous allons le célébrer par exemple à telle date. Ça, il s'agit d'une loi mémorielle. La loi de 2001 n'est pas une loi mémorielle parce que c'est une loi qui effectivement se réfère à des événements passés et même à une période très longue puisque c'est une période qui est couverte sur 4 siècles, même un peu plus de 4 siècles et demi. Mais c'est une loi qui contient des dispositions normatives. Sur l'enseignement, par exemple, c'est elle qui crée effectivement une date de commémoration, mais elle met en place un comité pour l'histoire et la mémoire des traites négrières et de l'esclavage, et elle prévoit un certain nombre d'autres dispositions. Donc, je sais qu'on l'appelle depuis plus d'une dizaine d'années loi mémorielle, mais s'il y a un lieu où cela a un sens, que je précise une chose pareille, c'est bien devant de futurs journalistes, parce que je crois que vous aurez à vous emparer de mots en plusieurs circonstances. Parce que le risque, dans la période que vous vivez, c'est justement que l'information va très vite, elle va de plus en plus vite, elle tourne sur elle-même, elle se répète, et des mots s'imposent sans correspondre forcément à la situation qu'ils sont censés décrire. Donc moi, je crois que votre génération a effectivement pour mission de s'emparer de nombreux mots, de nombreux concepts, de nombreuses expressions, de les interroger, et éventuellement soit de leur redonner du contenu, soit de les évacuer pour les remplacer. Donc vous avez un travail d'inventivité à faire également. Évidemment, nous allons parler du projet de loi sur la violation du secret des sources. C'était ça que faisait le Cerbère, qui m'a signalé que vous avez dit violation des sources. Sur la loi sur la protection des sources des journalistes. Voilà. Sur la protection du secret des sources des journalistes. Ça change tout. Bon, vous avez 2 conférenciers, vous avez vu? Merci Pierre. Voilà, donc moi je propose que nous échangions. Si j'ai quelques mots d'introduction à vous dire, c'est que vous allez exercer un très très beau métier. C'est un très beau métier, je pense depuis très longtemps, hein. Bien avant d'entrer même en politique, je le pense depuis très longtemps. Effectivement, j'ai commencé à militer quand j'étais étudiante. J'ai milité ici en France, à Paris, dans une association d'étudiants guyanais, mais qui avait un contenu politique fort, puisque nous avions effectivement fait l'option du choix indépendantiste pour la Guyane. Donc, et j'ai continué ma vie politique et militante, qui est d'une grande constance, d'une grande clarté, voilà.
Mais je suis prête à répondre à toutes les questions si cet aspect d'ancien combattant vous intéresse un peu. Je dis que vous allez exercer un très très beau métier, c'est vraiment un très très beau métier parce que c'est un métier d'intelligence, c'est un métier de culture générale, c'est un métier de rigueur, parce que c'est un métier où vous devez vous interroger, vous devez vraiment passer au crible les informations qui sont mises à votre disposition, et parce que vous disposez d'un pouvoir extraordinaire, vous pesez sur l'opinion publique, vous nourrissez l'opinion publique, vous pesez sur l'opinion publique. C'est donc un métier que vous ne devez jamais prendre à la légère, jamais avec désinvolture. Vous devez toujours, enfin vos professeurs vous le disent mieux et avec plus de légitimité que moi, mais moi je pense profondément que c'est un métier qu'on doit toujours exercer avec rigueur, avec exigence vis-à-vis de soi. Et vous avez des tas de modèles, vous avez des tas de modèles. Dans toute l'histoire du journalisme, il y a des tas de modèles, des tas d'exemples de femmes, d'hommes qui exercent ce métier avec une exigence permanente. En plus, c'est un métier dont on voit bien à quel point il garantit la démocratie. Et c'est bien pour ça que ce métier est de plus en plus exposé. Dans tous les territoires, les pays, les zones où la démocratie dérange, où on n'en veut absolument pas, les premiers qu'on frappe sont les journalistes. Donc tout ça donne une mesure de l'importance de votre métier et de la responsabilité qui vous incombe. Il se trouve que vous allez l'exercer, ce métier, dans un monde en pleine mutation, où les choses s'accélèrent, où les nouvelles technologies sont mises à usage de telle façon que les choses vont de plus en plus vite et qu'il faut sans arrêt courir. Et quand on court, on fait vite. Et souvent, quand on fait vite, on fait mal. Donc ça, c'est un réel danger qui vous guette, mais je pense que, comme vous êtes de la génération même de ces technologies, vous avez certainement déjà quelques réponses, d'une part, et d'autre part, vous saurez en construire. C'est votre responsabilité d'en construire. Ce n'est pas la génération avant qui peut en construire pour vous. Celle qui est avant, ce n'est pas vous que je vise, vous êtes encore jeune, vous. Et c'est même pas moi je suis avant vous. Moi, je suis encore très attachée au papier, je suis très attachée aux choses matérielles, physiques, au contact. Je ne suis pas une fanatique des nouvelles technologies. Évidemment, ça ne se dit pas devant une assemblée de jeunes, mais comme c'est la vérité, je vous la dis. Mais votre génération a vraiment le devoir, l'obligation et la nécessité, en fait, d'apporter des réponses à cette emprise des nouvelles technologies et la mutation que ces nouvelles technologies imposent à la culture même de l'information. Voilà l'essentiel de ce que je voudrais vous dire, c'est que vraiment vous accomplissez un rôle extraordinaire. Pour moi, vraiment, les journalistes sont les sentinelles de la démocratie. Les sentinelles de la démocratie, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes là et qui veillez à ce que la démocratie continue à être revitalisée constamment parce que vous défendez l'intérêt général, parce que vous êtes soumis à une éthique, parce que vous imposez, vous acceptez des règles déontologiques et que vous avez conscience du poids que vous exercez sur l'opinion publique. Donc vous êtes vraiment les sentinelles de la démocratie. Je dirais en plus que pour moi, vous devez être même les vigies de la République. C'est quand même plus... vous avez le droit de dire, nous, la République, je ne crois pas qu'il y ait qui que ce soit pour dire ça ici. Enfin, vous dire que vous êtes des sentinelles de la démocratie, ça pour moi, ça ne souffre rien comme nuance. Que vous êtes en plus les vigies de la République, ce serait votre liberté de le dire. Voilà pour l'essentiel, je suis prête à me soumettre au feu des questions. Très bien, merci Madame la Ministre. On va commencer donc tout de suite sur la loi de protection du secret des sources des journalistes. C'était une promesse de campagne de François Hollande. Je rappelle les grandes lignes. L'interdiction d'atteinte au secret des sources est renforcée puisque on ne peut faire d'enquête sur le secret des sources qu'en cas d'atteinte grave à la personne ou à l'État. Les sanctions pénales sont alourdies. Les collaborateurs des journalistes sont désormais concernés et protégés par le secret des sources. Et puis enfin, la France s'aligne sur la jurisprudence européenne, puisque les journalistes ne pourront plus être poursuivis pour recel en cas de diffusion d'un document qui viole le secret d'une enquête ou d'une instruction et qui comporte des éléments importants pour les citoyens. Voilà, on écoute vos questions. Bonjour. Alors, à propos de ce projet de loi, que répondez-vous aux critiques faites notamment sur la notion d'intérêts fondamentaux de la nation, qui est une condition dans ce projet de loi? La CEDH, c'est ce qu'a de nouveau de condamner la France. Que répondez-vous à ça? Alors, je rappelle juste qu'on va prendre l'ensemble des questions tout de suite, et puis Madame la Ministre répondra globalement par la suite. Juliette, une question peut-être? Oui, il y a une question de Jean-Marie.
sur ce sujet, si vous n'êtes pas tout simplement déçu du projet de loi qui a été voté, car les dispositions que vous souhaitiez n'ont pas été forcément acceptées par le Conseil de l'État. Et donc certains parlent d'une avancée très minime en termes de protection du secret des sources. Question. Au-delà de ce projet, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire pour garantir la liberté des journalistes, une plus grande liberté des journalistes? Alors, j'ai moi aussi une question. Il y a dans ce projet de loi un article qui prévoit d'autoriser les journalistes à accompagner les parlementaires dans les lieux de détention. Pourquoi ça vous semble important? Une dernière. La violation du secret de l'instruction, dans le projet de loi, il est prévu qu'elle soit seulement pour une personne qui exerce des responsabilités publiques. Dans le cas, par exemple, d'une personne, on va dire, assez médiatique, mais qui a exercé auparavant des responsabilités publiques, est-ce que les journalistes ne seront pas incriminés de recel de la violation du secret de l'instruction? Voilà, très bien. On s'arrête là? On s'arrête là. Merci. Merci beaucoup Juliette pour l'excellent esprit de synthèse dont vous avez fait preuve en rappelant les principales dispositions du texte de loi. Pour répondre très précisément aux questions, alors peut-être resituer quand même, dire sur quel principe nous avons réfléchi et pensé ce texte de loi. Le principe, c'est justement de considérer que les journalistes jouent ce rôle particulier que je vous ai indiqué tout à l'heure, savoir que vous êtes vraiment les sentinelles de la démocratie. Et parce que vous êtes les sentinelles de la démocratie, parce que l'intérêt de la démocratie, l'intérêt supérieur de la démocratie peut vous conduire pour l'intérêt général à enfreindre des règles. Pour ces raisons-là, nous considérons qu'il fallait créer un cadre juridique qui tienne compte de cela, du fait que vous êtes là, vous êtes des vigies et que vous devez pouvoir exercer ce rôle. Donc c'est ce principe qui nous a guidés. Ce principe nous a conduit évidemment à interroger l'efficacité de la loi de janvier 2010, parce qu'elle n'est pas vieille quand même. Et cette loi avait pour intention notamment d'améliorer les choses, c'est-à-dire de commencer à créer ce cadre juridique pour l'exercice de la profession de journalistes au titre de la protection de leurs sources. Sauf qu'on voit bien que ce texte de loi a des insuffisances, des imprécisions qui font qu'il n'a pas permis vraiment ni de prévenir ni de prohiber les atteintes à la violation du secret des sources des journalistes. Et ce que je dis là n'est pas une vue de l'esprit, c'est pas pour critiquer un texte de loi qui émane d'une ancienne majorité, c'est une réalité qui a été illustrée récemment parce qu'on a appelé l'affaire des fadettes et qui a montré à quel point cette loi n'était vraiment pas adaptée. Donc il fallait vraiment adapter le cadre juridique. C'est l'ambition que nous nous sommes fixés. Et donc, pour répondre à cette ambition, nous avons effectivement réécrit l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881. C'est une loi que vous connaissez par cœur, je suppose. Il est intéressant de connaître la loi par cœur, mais aussi d'en connaître le contexte. Le contexte. C'est une période, les années 1880, jusque vers les années 1905-1906. C'est une période d'effervescence démocratique en France. C'est une période où la France produit toute une série de textes de liberté. Hein, c'est la période de liberté de la presse, de la liberté syndicale, de la liberté d'association, de la loi sur la laïcité. C'est vraiment, il y a vraiment toute une effervescence sur la démocratie, sur les libertés individuelles, sur les libertés fondamentales, et comment justement on inscrit dans la loi l'importance de ces libertés-là. Donc cette loi du 29 juillet 1881, qui évidemment a été retouchée à plusieurs reprises depuis, en général pour l'améliorer. On n'y a guère touché pour en restreindre les libertés. Et c'est intéressant parce que souvent on voit dans d'autres textes, il m'est arrivé par exemple de m'opposer à des dispositions prévues dans d'autres textes parce que je considérais que ça constituait un risque susceptible de fragiliser la loi de 1881. Et je l'expliquais très clairement aux parlementaires, au point qu'un parlementaire m'a dit « Mais comment vous référez à une loi de 1881 pour
sur l'avenir, on est en train d'écrire quelque chose sur l'avenir, et vous nous parlez d'une loi de 1881. Oui, sauf qu'elle est très belle, d'une part, qu'elle a été consolidée, et qu'elle est encore très actuelle. Mais le principe fondamental de la loi de 1881, c'est la liberté d'expression. C'est une liberté essentielle. Et donc, lorsque on modifie les dispositions pénales, qu'on les aggrave, qu'on restreint le champ, etc., on crée des conditions, à mon avis, de contradiction avec la loi de 1881. Donc, il faut une vigilance permanente pour préserver cette loi de 1881. Il y a des inconvénients dans les démocraties. Parmi les inconvénients dans les démocraties, il y a le fait que la liberté d'expression, elle dérange. Elle est très dérangeante. Par nature, elle est très dérangeante. Voilà. Donc, voilà, il faut s'en accommoder. Il vaut mieux une démocratie où il y a une liberté d'expression dérangeante. Je rappelle, il y a une éthique dans votre profession, il y a des règles déontologiques. Donc, la liberté d'expression, ce n'est pas l'autorisation de tout faire, de tout dire, de dire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a ça comme garde-fou. Hein, l'éthique et les règles déontologiques, ce sont les garde-fous. Mais pour le reste, oui, liberté d'expression, et ça c'est toujours dérangeant, la liberté d'expression. Mais il faut la préserver. C'est un des inconvénients, j'allais presque dire vertueux, de la démocratie. Donc il faut les préserver. Donc j'expliquais que nous avons réécrit l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 pour tenir compte des nouvelles modalités d'exercice de la profession de journaliste. Parce que le métier lui-même a changé, il évolue, il colle avec son temps, donc il faut que nous en tenions compte. Ensuite, dans cette réécriture, nous avons pris en compte, comme le disait Juliette tout à l'heure, les collaborateurs de rédaction, donc eux aussi sont protégés de la violation du secret de leurs sources. Nous supprimons dans cet article également l'impératif prépondérant d'intérêt général. Et ça me ramène à la première question donc sur les intérêts fondamentaux. Nous supprimons cette disposition parce que nous considérons qu'elle, par nature, elle est arbitraire et abusive. Donc, nous n'en voulions pas. Et nous avons retenu que les atteintes, les limites qui doivent être précises, parce que cet intérêt prépondérant, j'ai du mal avec, en plus, j'arrive vraiment pas à mettre dans le bon ordre, l'intérêt prépondérant d'intérêt public... parce que comme pour moi ça ne veut rien dire, j'ai du mal à retenir ce qui ne veut rien dire. Ou qui dit des choses trop floues et trop vagues pour que ça fasse sens. Donc nous avons voulu justement que les atteintes possibles soient plus précises et plus limitatives. Donc vous avez raison, et je crois que c'est la troisième question, non c'est la deuxième pour savoir si je suis déçue. Vous avez raison de rappeler que le projet de loi du gouvernement qui a été transmis au Conseil d'État est un projet de loi qui avait effectivement complètement éliminé cet impératif d'intérêt public et qui donc ne retenait que le risque de commission d'un crime ou de délit d'atteinte grave à une personne ou à une personne. Voilà. Non, mais aussi aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc c'est quoi la différence en fait avec... Ben, j'y viens, il ne faut pas vous énerver. Même si l'impatience est le privilège de votre âge. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs, en grandissant, de vous défaire de l'impatience. Je ne me suis pas défaite de la mienne. Alors, je répétais que vous aviez raison de dire que dans le projet de loi du gouvernement, il n'y avait pas, voilà, nous avions supprimé cette disposition, il n'y avait pas les intérêts fondamentaux de la nation, qui ont été introduits par le Conseil d'État. Alors, vous me demandez si je suis déçue. Donc, je réponds aux deux questions. Qu'est-ce qu'on entend par les intérêts fondamentaux de la nation? Et ensuite, est-ce que je suis déçue? Qu'est-ce qu'on entend par les intérêts fondamentaux de la nation? Alors, je ne vais pas vous le dire, mais c'est dans le code. Comme j'ai pas eu le temps de le relire juste avant de partir, donc j'ai embarqué mes volumes. Mais bon, voilà, si vous voulez, tenez, vous n'aviez pas le vôtre, voilà, heureusement que j'ai bien fait d'amener le mien. Donc c'est défini et dans le code. Sauf que pour dire les choses très clairement, d'abord, je ne suis pas déçue parce que je ne suis pas dans l'affectif. Je ne suis pas dans l'affectif. J'accomplis un travail en tant que garde des Sceaux, en tant que ministre de la Justice. Mon travail est guidé par des principes que j'assume, que j'affiche. Je poursuis des objectifs que j'affirme aussi. Et je mène bataille. Je livre bataille. Donc voilà, nous sommes dans un état de droit. Il y a des institutions, il y a des procédures. Avant qu'un texte de loi soit présenté et adopté en Conseil des ministres, il passe en Conseil d'État. Bon, il passe en Conseil d'État et puis il en sort dans certains États. Bon.
il est arrivé par exemple, il est arrivé que le Conseil d'État émette un avis défavorable sur une disposition que nous avions dans un texte. Après ça, nous avons une nouvelle réunion au gouvernement. Le gouvernement peut s'affranchir de recommandations ou d'avis du Conseil d'État. Il peut s'en affranchir puisque le Conseil d'État a vocation à le conseiller. Il ne s'en affranchit pas systématiquement. Il a raison, parce que sinon ça n'a plus aucun sens. Donc il nous est déjà arrivé de ne pas retenir. Là, compte tenu des arguments développés pendant la séance du Conseil d'État, le gouvernement a choisi, au niveau de son projet de loi, de ne pas toucher à ces intérêts fondamentaux de la nation. Mais le texte n'a pas été voté, contrairement à ce que vous avez dit. Hein. Vous m'avez demandé, j'étais déçue parce que le texte a été voté. Il n'est pas voté. Il a été modifié au Conseil d'État. L'étape suivante a été la présentation au Conseil des ministres. Et l'étape suivante, ça va être le débat parlementaire. J'ai, pour ma part, déjà reçu les parlementaires, députés et sénateurs, pour faire le point sur ce texte de loi. Et je leur ai déjà dit, alors ce que je fais est extrêmement dangereux, puisque je suis devant une assemblée de journalistes, y compris des journalistes déjà confirmés professionnels qui exercent à l'extérieur. Donc je devrais faire attention à ma parole devant eux. Enfin, vous m'expliquez des choses très sophistiquées là que je ne comprends pas tout de suite. Donc voilà, dans les échanges que j'ai eu avec les parlementaires, je leur ai dit qu'il leur revenait de considérer s'il y avait à nuancer les choses. Voilà. Vous comprenez les euphémismes? Vous avez compris celui-là? Vous avez compris? Non, je n'ai pas compris. Je n'irai pas plus loin quand même. Non, je veux dire qu'il y a un débat parlementaire. Les députés, les sénateurs peuvent modifier un texte de loi. Quand un texte entre au Parlement, ils n'en sont pas identiques. Et moi, en plus, hein, d'une façon, là aussi c'est un principe, je veille à ce que le texte ne sorte pas identique. Sinon, on ne croit plus à la démocratie, on ne croit plus au débat, on ne croit plus à la capacité, à l'intelligence collective, à la capacité d'améliorer les choses ensemble. Donc, moi, j'estime que quand un texte arrive à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il peut être amendé. Voilà, il peut être amendé. Le gouvernement fait son travail le mieux possible, il écrit ses textes de loi le mieux possible, j'y veille scrupuleusement, mais je ne suis jamais fermée, en plus parce que j'en ai beaucoup souffert en tant que députée, je ne suis jamais fermée à la contribution que les parlementaires peuvent apporter à un texte. Et en l'occurrence, je pense qu'ils ont une contribution significative à apporter à cette disposition sur les intérêts fondamentaux de la nation. Voilà. Si ça ne sort pas d'ici, c'est mieux. Les atteintes aux intérêts fondamentaux, je ne vais quand même pas les lire. Qu'est-ce que vous me mettez là encore? Bon. Ils servent à me perturber essentiellement. Les gens qui m'accompagnent, c'est pour ça que je vais les ignorer superbement. La troisième question, c'est la grande liberté des journalistes. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour une plus grande liberté des journalistes? Moi, je crois que la liberté des journalistes sont eux qui se la donnent. C'est-à-dire sont eux qui, dans la conception de leur métier, ça s'octroie une liberté. La liberté ne va pas sans rigueur, je pense. Sont eux qui peuvent décider qu'ils acceptent des censures, sont eux qui peuvent choisir de s'auto-censurer. Je pense que pour les journalistes, en tant que tels, sont eux qui définissent le champ de leur liberté. Maintenant, le contexte dans lequel ils fonctionnent, le contexte dans lequel ils exercent leur activité, ça c'est une vraie question. La liberté de la presse, c'est-à-dire des organes de presse. Moi, je pense que le développement de l'économie, les croisements de groupes économiques dans des organes de presse, etc., ça, c'est un vrai sujet sur la liberté de la presse. Ça, c'est un vrai sujet sur la liberté des organes de presse. Parce que parce que les organes de presse sont des entreprises en tant que telles, lourdes, qui ont des besoins financiers stables ou en flux. Tout cela, ça pose des contraintes qui sont en dehors du métier de journaliste. Donc la question qui me paraît nécessaire de poser, c'est celle de la liberté de la presse à travers les entreprises de presse, à travers les organes de presse. Personnellement, moi je suis très, très fortement gênée depuis très longtemps. Hein, ça c'est quelque chose que j'ai observé à l'époque, dans ma vie politique antérieure. Quand on voyait qu'un organe de presse, journal écrit ou radio ou télé était en difficulté économique, financière
et que des partenaires se proposaient, entraient dans le capital, etc., entraient parfois dans le directoire. Moi, ça m'a toujours posé un problème parce que je pense que la liberté de la presse, c'est l'indépendance, passe aussi par l'indépendance financière. Bon. Donc, moi, le sujet pour moi, c'est vraiment les organes de presse et non pas les journalistes en tant que tels. Et même si ceux qui entrent dans le capital n'entrent pas pour maîtriser ou contrôler, ils disposent d'un potentiel d'influence, d'un potentiel d'action. C'est-à-dire qu'ils peuvent laisser les médias, quelle que soit leur forme, vivre leur vie au quotidien. Et puis il y a une circonstance précise où ils peuvent peser sur le média. Moi je pense que d'une façon générale d'ailleurs, c'est plutôt sans doute ce qui se passe, c'est-à-dire que les organes de presse ont leur totale liberté, ils définissent leur ligne éditoriale, ils font vivre leur journal, ils effectuent leur travail. Et puis, il y a un jour, une circonstance particulière, un fait particulier, une mise en cause particulière, une personnalité concernée. Et c'est là que le danger pointe. C'est-à-dire que c'est là, en cette circonstance, que ceux qui détiennent les moyens de faire vivre le média peuvent exercer ou tenter d'exercer une influence quelconque. Donc moi, je pense qu'un État démocratique doit se poser cette question, de savoir comment il contribue sérieusement à l'indépendance financière des organes de presse, parce que, je répète, c'est une condition de liberté et donc de vigilance sur la démocratie. Est-ce que journaliste, lieu de détention... Ah oui, c'est vous, Juliette, qui rappeliez effectivement que dans ce texte de loi. Alors, dans ce texte de loi, il y a plusieurs mesures. Je vais répondre, donc, prolonger ce que disait Juliette, répondre à la violation du secret de l'instruction et au recel. Donc, je vous ai parlé donc, de l'extension, de la prise en compte de l'ensemble des modalités d'exercice du métier. Je vous ai parlé de l'extension aux rédacteurs, aux collaborateurs de la rédaction. Je vous ai parlé de la suppression le machin prépondérant, là, de l'impératif prépondérant. Mais je conviens que voilà, l'introduction par le Conseil d'État des intérêts fondamentaux... Ça réintroduit, même s'ils sont définis dans le code, ça réintroduit quand même un champ large qui justifierait des atteintes qui peuvent devenir abusives, hein, qui peuvent être par nature abusives. Donc on ne gagnerait pas à conserver, si le texte sortait complètement des débats parlementaires dans le même État, on n'aurait pas beaucoup gagné d'avoir éliminé l'impératif prépondérant si c'est pour le remplacer par les intérêts fondamentaux. Même si les intérêts fondamentaux, ça peut s'entendre, parce que je veux dire que la liberté, ça ne suppose pas l'irresponsabilité par rapport à la nécessité de protéger des choses qui sont d'un intérêt général pour l'ensemble des citoyens. Donc le concept même d'intérêts fondamentaux de la nation n'est pas choquant en lui, n'est pas choquant en soi. Simplement, c'est vrai que son contenu est large et peut offrir des prétextes d'atteinte abusive. Ensuite, nous rassemblons toute une série, nous créons quand même un titre particulier au sein du Code de procédure pénale. Parce que nous rassemblons toute une série de dispositions qui sont un peu éparses, mais surtout nous rappelons les dispositions limitatives qui pourraient justifier l'atteinte au secret des sources. Et nous introduisons une disposition qui est très importante, sur laquelle vraiment je vous invite à vous arrêter, parce qu'elle est essentielle, vraiment on fait un pas qualitatif considérable avec cette disposition. Elle consiste à préciser que toute atteinte au secret des sources, donc toute violation du secret des sources des journalistes, doit faire l'objet d'une ordonnance du juge des libertés de la détention. Ça, c'est vraiment un pas qualitatif, essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le procureur éventuellement qui décide d'une atteinte au secret des sources. Ça peut être éventuellement le juge d'instruction, qui est quand même un juge du siège. Tous les deux, par la Constitution, sont chargés de veiller aux libertés individuelles. Bon. Mais il y a des limites au fait d'être là en tant que procureur, membre du parquet, ministère public, et décider d'une atteinte au secret des sources des journalistes. Le juge d'instruction est un juge du siège, complètement libre, et il a cette possibilité aussi, mais nous pensons qu'il fallait aller plus loin, et que ce n'est pas celui qui est chargé de l'enquête ou de l'information judiciaire qui va décider d'une éventuelle atteinte au secret des sources. C'est donc le juge des libertés de la détention, donc un autre juge du siège,
et qui en plus doit le faire par ordonnance motivée. Ça, c'est dans le texte de loi. Et ça, tenez compte du fait que c'est vraiment un changement qualitatif essentiel. C'est vraiment une garantie, une protection considérable qui est apportée contre les atteintes au secret des sources. Alors ça va concerner évidemment toute une série d'actes, de procédures, que ce soit les interceptions téléphoniques, ce qu'on appelle les écoutes, que ce soit les réquisitions pour obtenir des factures détaillées de téléphone, de communication téléphonique, que ce soit pour les perquisitions. Dans tous ces cas-là, c'est le juge des libertés et de la détention qui peut, par ordonnance motivée, autoriser cette violation. Ensuite, le texte prévoit également d'aggraver, comme le disait Juliette, d'aggraver les peines en cas de violation de domicile ou de violation du secret des correspondances, lorsque l'objectif consiste à violer le secret des sources des journalistes. Nous supprimons ce qu'on appelle le délit de recel, parce que sous prétexte de délit de recel, en fait, on a porté atteinte au secret des sources des journalistes parce qu'on recherche soi-disant l'auteur de l'information, hein, l'auteur de la violation de l'enquête, du secret de l'enquête, du secret de l'instruction. Donc nous supprimons ce délit de recel, ça veut dire qu'on ne pourra pas prendre prétexte de rechercher l'auteur de la violation pour porter atteinte au secret des sources des journalistes, qu'il s'agisse de violation du secret de l'enquête ou de l'instruction, de violation du secret professionnel, ou même de ce qu'on peut considérer comme violation de la vie privée, si les informations rendues publiques par ces journalistes contiennent des éléments qui relèvent de l'intérêt général et qu'il est nécessaire de porter à la connaissance du public. Donc il y a toutes ces protections qui sont extrêmement importantes et qui sont renforcées et consolidées. Et puis il y a, le rappelait Juliette, une disposition très très importante aussi, c'est-à-dire que depuis le 15 juin 2000, c'est la loi Guigou, sur la présomption d'innocence et la protection des victimes, les parlementaires peuvent se rendre dans les établissements pénitentiaires de façon inopinée. Mais dans ce texte de loi, nous permettons que les journalistes accompagnent les parlementaires dans ces visites de nos établissements pénitentiaires. Parce que je pense que la prison est une institution républicaine et que cette institution républicaine, d'abord, elle relève de l'état de droit, donc elle doit respecter les règles établies par l'état de droit, mais en plus, elle doit être sous l'œil vigilant des citoyens. Alors, elle fait l'objet de contrôle par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, par les parlementaires qui peuvent s'y rendre de façon inopinée, par les institutions européennes, par nos juridictions administratives, par nos juridictions judiciaires lorsqu'elles sont saisies. Donc, la prison est déjà sous l'œil de plusieurs structures ou instances qui peuvent venir voir ce qui s'y passe. La société civile contribue aussi à ce contrôle démocratique. Certaines organisations, telles que l'OIP, par exemple, l'Organisation internationale des prisons, mais le comité contre la torture, qui était une structure internationale, tout cela peut entrer dans nos établissements, peuvent vraiment exercer un contrôle. Mais je pense que les journalistes, vous qui êtes les relais de l'opinion publique, vous qui avez le devoir quotidien, permanent, d'informer l'opinion publique, d'informer la société, vous avez parfaitement le droit d'entrer et de voir ce qui se passe dans nos établissements pénitentiaires. Donc ça, c'est inscrit dans la loi, enfin dans le projet de loi, et ce sera inscrit dans la loi parce que personne ne conteste cette disposition. Le droit actuel ne permet pas cette entrée dans nos établissements, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis que je suis aux responsabilités, je veille à faciliter l'entrée des journalistes dans nos établissements pénitentiaires. D'abord, tous ceux qui le souhaitent m'accompagnent chaque fois que je me rends dans un établissement, mais j'autorise aussi des reportages. C'est même systématiquement oui, je demande simplement, parce que la loi ne prévoit pas que ce soit fait comme ça, donc ce que je demande, c'est de la rigueur, à savoir qu'on présente un projet, et jusqu'à maintenant, ça a été oui à toutes les demandes qui ont été formulées. Des émissions se sont déjà tenues au sein d'établissements pénitentiaires, donc voilà, je pense qu'il faut effectivement que les journalistes puissent entrer, voir, analyser, dire, interroger et rendre compte à la population. Voilà, je crois avoir répondu à tout le flot de la première rafale de questions, puisque je présume qu'il y en aura une autre. Je n'ai oublié personne.
Merci. On va maintenant passer au deuxième thème, peut-être sur votre rapport un peu plus personnel que vous entretenez avec les journalistes. Y a-t-il donc des questions? Journaliste. Je peux raconter toute seule, Allez. si vous voulez. Pas de questions? Mon rapport aux journalistes. Comme les journalistes qui exercent n'ont pas le droit de poser de questions, m'a-t-on dit? Oui. Ce matin, vous avez dénoncé que le Figaro était un journal de propagande. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? La réalité? Juste la réalité. Juste la réalité. Moi, en tant que responsable politique, je lis tous les journaux parce que je crois que voilà, c'est un devoir, c'est une obligation. Et moi, le nombre de fois où je lis des articles qui sont complètement des informateurs ou des informants, je ne sais pas, le nombre de fois sur les sujets de justice en particulier, sur les autres sujets, je suis moins en capacité d'en juger, même si je sais beaucoup de choses sur ce que font mes collègues, puisque en Conseil des ministres, nous traitons des sujets de tous les champs ministériels. Donc sur tous les sujets importants, soit projet de loi, soit action, soit politique publique, en général, nous sommes quand même informés de l'essentiel parce que ça fait l'objet de l'ordre du jour de différents conseils des ministres. Donc il m'arrive de voir aussi sur d'autres collègues des articles qui ne correspondent absolument pas à la réalité de l'action conduite. Et pour ce qui concerne la justice, c'est absolument régulièrement que ce journal affirme des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Voilà. Donc je le dis très clairement. Et je n'ai pas cherché à être désagréable. Si j'étais désagréable, j'irais plus loin parce que j'ai 2 ou 3 expressions dans ma tête. Bon. Je ne les formule pas. Parce que je respecte la presse. Simplement, moi, je respecte la presse, mais la première exigence que j'ai à son égard, c'est qu'elle se respecte elle. Et qu'elle fasse de l'information. Une fois qu'elle a fait de l'information, qu'elle désigne l'action. C'est sa liberté, c'est son droit. C'est sa liberté, c'est son droit. Mais qu'elle désigne l'action. Pas des intentions, pas des suppositions, pas des hallucinations, pas des... Bon, voilà, c'est tout. Donc moi, ce que j'ai lu hier soir sur le site et ce matin encore sur machin, ça ne correspond absolument pas à la réalité, absolument pas. Donc voilà, oui, moi, puisque ces journalistes... L'idée court, elle a émaillé le rapport Nadal. Ouais, de toute façon, j'ai tous les vices de la terre pour ce journal. Mais moi, je n'ai... Mes actions, elles sont claires, elles sont cohérentes. Et j'assume qu'elles sont inspirées par une conception de la justice, une conception de la société, une conception de l'homme, une conception des rapports sociaux. Je l'assume clairement. Je ne me cache pas. Je dis que si je conçois ainsi le secret des sources, c'est parce que j'ai une conception de la démocratie. Et je l'assume. Et y compris quand je vous dis, la démocratie a quelques inconvénients. Oui, elle a quelques inconvénients. Il y a des trucs dérangeants, il y a des trucs agaçants. Voilà. Mais je préfère ça et un régime démocratique que se débarrasser de tous les inconvénients et vivre dans une dictature. Voilà. Donc c'est clair. Le projet de loi de prévention de la récidive, j'assume, je dis clairement ce qui m'inspire. Et je ne fais pas des choses personnelles. J'ai mis en place une conférence de consensus. J'ai rassemblé des personnes de sensibilités différentes, de parcours différents, d'expériences, de professions très différentes, qui ont travaillé très librement ensemble pendant plus de 5 mois. Voilà. Donc j'ai cherché à construire le consensus, parce que lorsqu'on fait une réforme de société, il faut le faire dans la logique de la société, dans l'histoire de la société, dans la culture de la société, dans l'état d'esprit de la société. Donc sur les réformes de société, j'estime qu'il faut essayer de créer du consensus. Bon. Mais voilà, alors, qu'après on dise qu'on n'est pas d'accord avec le choix, ça ne me pose aucun problème, je ne suis pas contre le débat, j'aime même le débat. J'aime le débat, j'aime la controverse, j'aime. Parce que je trouve que c'est un exercice intellectuel majeur et extrêmement salutaire. Voilà, ça nettoie le cerveau, ça vous oblige à faire des efforts, ça vous oblige à écouter l'autre. Donc j'aime la controverse. Donc moi je ne suis pas dérangée par des journaux d'opposition. Mais quand un journal d'opposition passe son temps en première page à désinformer parce qu'il dit le contraire de ce qui est, voilà, une fois tous les 18 mois, je peux me permettre de dire que c'est un organe de propagande. Bon, je n'ai pas répondu à la question de savoir quels sont mes rapports avec les journalistes. Bah, ça illustrait un peu quand même. Hein. Mais ce n'est pas avec les journalistes, c'est avec ce que je lis. Moi, je ne regarde même pas les signatures. Bon, quand un article me paraît bien intelligent, bien construit, quel que soit le journal, je regarde la signature.
Franchement, parce que je me dis, bon voilà, c'est une personne qui a une pensée structurée, y compris quand je ne suis pas d'accord avec cette pensée-là. C'est une pensée structurée, c'est construit, voilà, c'est argumenté. Je regarde la signature parce que après, je vais lire, je vais continuer à lire ce que fait cette personne. Quand je vois des articles qui sont, voilà, qui disent autre chose que ce qui est, voilà, donc je ne sais même pas qui a signé cet article, ni les autres que j'ai lus, ni les autres, franchement. Mais bon, voilà, mon rapport aux journalistes, c'est un rapport de respect. C'est un rapport de respect, je l'ai dit, parce que pour moi, c'est une profession essentielle en démocratie. Donc c'est un rapport de respect. Le paradoxe, c'est que quand on conçoit ainsi une profession, ben, on attend beaucoup d'elle. Voilà, on attend beaucoup d'elle. Donc j'avoue que chaque fois que je lis un article ou que j'entends un reportage, un commentaire, c'est vrai que je me dis c'est un rendez-vous avec l'intelligence. Et si le rendez-vous est manqué, ben oui. Voilà. Entre votre candidature à la présidentielle de 2002 oui. et de nos jours, est-ce que vous avez perçu une différence dans le traitement des politiques par les journalistes, une évolution? Mon expérience est limitée pour deux raisons. La première, bon, je viens d'outre-mer, ça n'a échappé à personne. Pendant des années, j'ai produit un travail législatif plutôt considérable parce que j'étais à plein temps députée, enfin oui à plein temps, c'est-à-dire j'ai renoncé à mon activité professionnelle qui était confortable, gratifiante et lucrative, mais j'y ai renoncé. J'avoue que je pensais faire une législature et puis après retourner à ma vie professionnelle, mais bon, ça s'est passé différemment. Donc j'y ai renoncé, je m'y suis consacrée complètement, je n'avais pas d'autre mandat. Donc j'ai vraiment fait un travail législatif considérable qui n'intéressait personne, en tout cas dans les médias. Ce qui est assez ordinaire parce qu'en général, on ne s'intéresse pas beaucoup à ce que font les parlementaires des Outre-mer. Parce qu'en général, d'ailleurs, les parlementaires des Outre-mer travaillent essentiellement sur des sujets d'Outre-mer. Moi, je travaillais assez vite sur des sujets nationaux. Par exemple, la première proposition de loi que j'ai déposée à l'Assemblée nationale concernait l'interdiction des mines antipersonnelles. C'est un sujet national et international. On n'a pas beaucoup intéressé, ça n'a aucun machin. On a bien progressé, on a abouti à la Convention internationale d'Ottawa en 1997, mais ça n'intéressait pas. Donc voilà, je veux dire que mon rapport ces dernières années avec les médias est un rapport limité parce que l'action que j'ai conduite à plusieurs reprises n'a pas beaucoup intéressé les médias. Quand j'étais candidate en 2002, je n'intéressais pas beaucoup les médias non plus, sauf quand ils se sont mis à me cogner dessus, plutôt vers la fin de la campagne. Mais voilà, je ne les intéressais pas. Il y a des tas de gens qui nous ont signalé au siège du PRG, puisque vous savez que je portais les couleurs du Parti radical de gauche, dont je n'étais pas membre, mais je portais leurs couleurs. Des personnes nous disaient, mais moi j'ai été sondée, on me demande pour qui je vais voter, je dis Taubira, on me dit que Taubira n'est pas sur la liste, choisissez un autre candidat. Et on a eu des tas d'alertes comme ça, et on voyait les sondages, Taubira 0%. Oui, bon. Fait 700 000 voix quand même, hein. Sans relais médiatique, sans, voilà, je me déplaçais sans moyens. Donc voilà, je faisais des réunions dans des petites salles parce que les petites fédérations radicales de gauche sur place s'arrangeaient avec le maire. J'avais une salle des fêtes, voilà, je faisais. C'est pas la même chose de parler devant 20 personnes ou même 200 personnes que vous pouvez convaincre que de faire des meetings avec des milliers de personnes. Vous convainquez des milliers de personnes qui eux convainquent autour d'eux, etc. Voilà. Donc moi, mon rapport avec les médias, ça a été ça. Depuis l'année dernière, ce que je constate, c'est la facilité avec laquelle on relaie des choses qui sont dites sur moi, sans les vérifier, sans exiger que ceux qui les prononcent les expliquent ou les démontrent. Voilà, ça me surprend un peu. Dernière question là-bas. Juste une petite question pour revenir sur l'article du Figaro. Est-ce que vous pouvez clarifier votre position sur la dépénalisation du cannabis? Oui, mais parce que le problème, c'est que je n'ai même pas de position et que je ne me suis pas exprimée dessus. Oui, oui. Donc, voilà, mais ils disent que je prépare la dépénalisation du cannabis. Alors, je veux bien que le Figaro soit visionnaire. Moi, je ne fais pas... alors, je sais qu'il y a, pour les gens qui s'y connaissent, il y a sûrement un sujet cannabis en tant que tel. Pour moi, il y a une réflexion sur les drogues. Ma réflexion sur les drogues, je l'ai dit, je l'ai redit ce matin, j'ai un tropisme territorial. Je pourrais remplacer mon tropisme par un traumatisme territorial. C'est-à-dire que moi, j'ai vu sous mes yeux, il se trouve que j'étais parlementaire, donc je faisais l'aller-retour 3 fois par mois entre la Guyane et Paris, et l'Assemblée nationale.
Et je voyais comment, à mes retours, je voyais comment des personnes glissaient. Moi, j'ai vu des personnes glisser. Je les ai vues glisser. J'ai vu le crack arriver en Guyane avant tout le reste. J'ai vu les dévastations de la drogue. Donc, je sais que je n'ai pas un point de vue objectif, scientifique, voilà. Mais je n'ai pas à l'avoir. Je n'ai pas à l'avoir. Je n'ai pas à répondre à des sommations. Que pensez-vous de la dépénalisation, de la généralisation du cannabis? Je n'ai pas à répondre à ça. Je ne suis ni en responsabilité, ni porteuse de compétences qui justifieraient que j'ai un point de vue fondé, argumenté dessus. Donc j'assume, je dis très clairement que j'ai un tropisme territorial. J'ai vu les drogues détruire et je n'ai pas envie, par légèreté ou par inconséquence, de dire que telle drogue, parce qu'elle est douce, n'est pas grave. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il y en a qui disent qu'on peut passer toute sa vie avec le cannabis, d'autres qui disent que du cannabis, on passe à autre chose. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je suis soucieuse que chacun conserve son intégrité. Et ça concerne l'alcool aussi, ça concerne toutes les addictions, ça concerne tous ceux qui rendent l'être humain dépendant. Ça me perturbe et ça me préoccupe. Bon, mais moi, je ne suis pas en responsabilité pour être obligée d'avoir une opinion tranchée sur le cannabis ou autre chose. N'en déplaise au Figaro. Donc, moi, ce que je dis par contre, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire comme s'il n'y a pas un sujet, là. Il y a un sujet. Il y a des territoires où c'est quand même une activité, hélas, économique. On sait, parce qu'il y a des statistiques qui disent qu'au collège, 30% de gamins y ont goûté au moins une fois, au lycée, 30% de gosses. Alors, si des gamins goûtent à quelque chose qui n'est pas vendu au coin de la rue, n'interroge pas la société pour savoir s'il faut le vendre au coin de la rue ou s'il faut l'interdire, et s'il faut l'interdire, comment on se donne les moyens de l'interdire efficacement, moi je dis qu'il y a là de l'irresponsabilité. Voilà. Mais une fois que j'ai dit ça, ça ne m'oblige pas à dire ce qu'il faut faire, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Moi, l'idéal pour moi, c'est un pays sans drogue, ni douce ni dure. Enfin, on ne va pas loin avec ça, hein. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas loin avec ça. Donc, voilà, donc sans drogue, sans alcool, sans café. Je vois des addictions au café. Je vois des gens qui boivent 10, 14 tasses de café par jour. Je ne sais pas si ça leur fait totalement du bien. Voilà. Mais si on continue comme ça, on fait risque zéro. Risque zéro, c'est plus la vie, c'est la mort. Et c'est parfois la chute dans le fond. Merci beaucoup. Je crois qu'on va passer au sujet suivant. Qui concerne il y a d'autres sujets. On tient le programme. On va parler maintenant du climat de stigmatisation. Vous avez fait l'objet d'attaques racistes sur votre personne et on constate un climat général de libéralisation de la parole raciste en France. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour Madame la Ministre. Madame la Ministre, bonjour. Oui, pardon, bonjour monsieur. Excusez-moi, bonjour monsieur. Je me perturbe. Comme l'a dit Juliette, vous avez subi des attaques racistes, guenon, banane, on ne va pas revenir dessus. Les réactions ont été assez tardives de la part de votre camp, mais aussi de la société civile. Une marche a été organisée le samedi 30 novembre, une marche contre le racisme. Et on voit que cette marche n'a pas sollicité grand monde. Il y a eu peu de mobilisation. Je voulais savoir, est-ce que les mouvements antiracistes tels que SOS, la LICRA, etc., sont coupés de leur base? Est-ce que la mobilisation antiraciste mobilise de nos jours encore? Merci. On en a plusieurs? Oui, on enchaîne. Les questions. Bonjour Madame Taudira. J'ai entendu Rachida Dati dire sur LCI en début de semaine que les Français n'étaient pas racistes, mais les élites, oui. Je voulais savoir si vous partagiez son opinion. Merci. Bonjour Madame la Ministre. Le PS combat le racisme sur le plan assez particulièrement sur les valeurs en fait. Presque uniquement son discours est tourné sur les valeurs. Est-ce que c'est la bonne réponse en ce moment dans le climat actuel qui est économiquement, socialement dégradé de répondre sur ces attaques uniquement sur le plan des valeurs? Et est-ce que finalement c'est pas toute la politique antiraciste de la gauche qu'il faut revoir? Aïe. Non.
Madame la ministre, d'ailleurs plus ou moins en continuité avec la question qui vient de vous être posée, quand on parle du racisme, je pense qu'il y a peut-être une dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est le modèle de laïcité qu'on décide d'adopter dans un pays. Est-ce que vous ne pensez pas que le modèle traditionnel de laïcité de la France, assez marqué et donc reconnu comme assez rigide, n'est pas un obstacle dans la lutte contre le racisme, car trop clivant, etc. Bonjour. Et moi, je me demandais si en 2002, vous aviez également été victime d'attaques racistes ou si elles se sont amplifiées depuis que vous êtes au pouvoir. Bonjour madame, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que vous considérez qu'il y a une véritable montée du racisme en France en ce moment, ou est-ce que, comme le disent par exemple beaucoup de personnes à l'extrême droite, simplement un ras-le-bol qui grandit face à une immigration qui serait pas assez bien contrôlée? Bonjour, et peut-être pour finir, est-ce que vous pourriez dire si selon vous il existe des liens entre racisme et homophobie? Donc on écoute vos réponses, Madame Benoît. Je vais finir de noter. Oui, vous réfléchissez bien, hein. Ça fait plaisir. Oui, non, mais depuis le début, les questions sont de très grande qualité, je trouve. Regardez-moi ça, ça me perturbe. Alors, comme je n'ai plus de place, regardez le gribouillis. Donc, je vais essayer de m'en sortir. Pardon si je le fais dans le désordre et vous m'interpellez si je rate une question. Alors, je crois que quand ça a commencé, l'antiracisme... Peut-être deux, trois questions auxquelles on peut répondre. Est-ce que l'antiracisme, c'est le combat qu'il faut livrer maintenant? Est-ce que le PS a raison de le focaliser sur les valeurs? Est-ce que c'est bien la bonne réponse? Il ne faut jamais renoncer aux valeurs. Jamais. Jamais. Mais vous ne demandez pas d'y renoncer. Vous demandez est-ce que c'est uniquement l'angle de contre-attaque? Non. Incontestablement non. Parce que le racisme a un terreau. Le racisme a une histoire déjà. Le racisme a une histoire. Il s'inscrit dans des théories, des doctrines, des systèmes économiques. Par excellence, la traite négrière et l'esclavage sont le système économique pluriséculaire qui a produit des théories, des doctrines philosophiques, religieuses, pseudo-scientifiques. Voilà, c'est une réalité. Donc le racisme puise, il a des références historiques, matérielles, lourdes, qui ont duré et qui se sont prolongées, y compris après la destruction de ces systèmes économiques, par les expositions coloniales, par des livres, y compris des livres scolaires, par des prises de position politiques. Donc ça ne tombe pas du ciel, là. C'est pas quelqu'un qui se réveille un matin, il a une crise de folie, il est raciste. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de le combattre à cette mesure-là aussi. Il faut défaire, il faut déconstruire. Déconstruire d'abord comment on a construit le racisme, et le défaire, c'est-à-dire expliquer ce que c'est que l'égalité des êtres humains, notre commune humanité. Il faut l'expliquer. Donc, ça veut dire que quand on combat le racisme, on ne vient pas juste dire il faut être gentil, il faut être généreux, il faut être républicain. Et, voilà. Et si le racisme prend, parce que sinon ce serait un propos, une lubie d'une personne, et ça ne marcherait pas. Or, ça prend. On voit bien que ça entre, ça germe, ça pousse, ça fleurit. On voit bien. Donc, ça veut dire qu'il y a un terreau qui peut accueillir cette semence ignoble du racisme. Ignoble et dangereuse. Donc, il faut combattre effectivement à cette hauteur-là. Et ça ne concerne pas que la gauche. D'abord parce que la gauche n'a pas été la seule au pouvoir et que ce qui fait le terreau aujourd'hui, qui rend recevable le racisme, c'est aussi toute une série de loupés en termes de politique publique, de politique de la ville, de politique d'égalité, de politique de formation, d'éducation, de combien de temps, avec quelle intensité l'éducation a été le creuset de la République, le lieu où, de grande mixité sociale, culturelle. Bon, donc il y a des responsabilités multiples, mais il y a surtout un enjeu qui nous est commun,
c'est la République, c'est-à-dire la chose publique. Est-ce qu'on vit en République? Et celle-ci en particulier, parce que toutes les républiques ne sont pas admirables. Toutes les républiques ne se prononcent pas, ne se proclament pas indivisibles, laïques, démocratiques, sociales. Pas toutes. Bon. Mais c'est la République de Cromwell. Il y a eu des tas de républiques qui étaient comme des dictatures ou des républiques qui organisaient des privilèges. Bon, donc c'est pas la République en tant que soi. C'est pas, voilà, je n'appelle pas une vénération de la République. Je dis qu'à l'heure où nous vivons, compte tenu de l'histoire des républiques françaises, la Troisième République, par exemple, était une république coloniale, une république qui a vraiment hébergé l'aventure coloniale et ses justifications, avec des ambitions d'émancipation, d'évangélisation. Voilà, on va prendre les terres des peuples sauvages et on va évangéliser les peuples sauvages. La république coloniale, qui était quand même en principe une république laïque déjà, a été vraiment une république qui a assis la domination. Donc, et la domination ne se justifie que si vous dites que l'autre n'est pas votre égal. Si vous reconnaissez l'autre comme votre égal, vous ne pouvez pas le dominer. Vous ne pouvez pas débarquer dans un territoire, prendre les richesses, piller, vous organiser, massacrer, si vous considérez que vous êtes en face d'égaux. Donc vous êtes obligé de construire des théories qui expliquent que ceux que vous asservissez ne sont pas des égaux. Ils sont forcément inférieurs. Alors ils peuvent être inférieurs par leur couleur de peau. Ils peuvent être inférieurs par leur tenue vestimentaire. Ils peuvent être inférieurs par leurs habitudes alimentaires. Peu importe, vous allez trouver un prétexte qui va justifier leur infériorité parce que c'est cette infériorité qui justifie votre domination. Donc toute la période coloniale, la première, traite négrière et esclavage, la deuxième, domination coloniale, occupation de territoire, pillage de ressources, etc. Tout cela, c'est fondé effectivement sur ces doctrines qui ont été inventées pour justifier ces dominations du système économique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas défaire ces représentations sans les connecter d'une façon ou d'une autre au système économique aussi. C'est pas possible. Donc effectivement, le devoir de la gauche, c'est pas simplement de se contenter d'une lutte antiraciste, c'est de prendre la mesure du phénomène, c'est de mesurer les différents niveaux de responsabilité et d'agir. Il faut agir effectivement sur l'économie. Ceci étant, moi je n'accepte pas l'équation un peu mécanique qui consiste à dire la situation économique est difficile, donc ça justifie le racisme. Il y a des gens qui sont en situation économique difficile, qui ne sont pas racistes et qui sont généreux. Et c'est même la majorité. Donc on ne peut pas prétendre qu'il y aurait un lien de causalité entre la difficulté économique et le racisme. La France a connu à plusieurs périodes de son histoire des moments de difficulté, des moments de dégradation de la situation économique, et où, au contraire, dans les territoires ruraux, dans les territoires à la périphérie des villes et même au centre des villes, on a inventé des dispositifs de solidarité. Donc il faut qu'on regarde ça. Il faut qu'on regarde et qu'on voit que ça est supérieur à la fois en fréquence dans le temps, en durée et en ampleur par rapport à ceux qui préfèrent se crisper sur une espèce de rage raciste. Le premier qui vient devant lui et qui est différent, quelle que soit la différence, il faut l'écrabouiller. D'accord ? Donc ça, c'est pas ça qui peut faire la règle. Mais effectivement, on ne va pas répondre simplement en disant « mais attention, notre République, elle est indivisible, elle est généreuse, etc. » Et elle est laïque. Et la laïcité, donc je suis dans le désordre des réponses, et la laïcité, est-ce que c'est un principe rigide ? La laïcité n'est pas rigide. Ce qui est parfois rigide, c'est la façon dont certains utilisent la laïcité. La laïcité est profondément un principe de concorde. La laïcité française, elle a une empreinte qui est liée à son histoire. La laïcité a été inscrite dans la loi dans une lutte de séparation de l'État des églises de l'État. Donc libérer les institutions publiques de l'influence des confessions. Il faut regarder l'époque. Il faut regarder l'époque. C'était une époque où les démocraties commençaient à sortir de l'influence de l'Église. Et quand je dis de l'Église, c'était le Vatican. Il faut savoir que les royaumes, tous les royaumes d'Europe obéissaient au Vatican. L'autorité suprême, c'était le Vatican, c'était le pape. Le roi faisait valider un certain nombre de décisions par le pape. Le roi n'engageait pas une guerre s'il n'avait pas le blanc-seing du pape. Enfin, pas le blanc-seing du pape, mais l'autorisation du pape. Donc voilà, quel était ce monde ? Et dans cette période dont je vous parlais tout à l'heure, où toutes ces périodes de la fin des années 1880,
où on inscrit des libertés dans la loi, liberté de la presse, liberté d'association, liberté syndicale, et on arrive à la loi pour la laïcité, la loi de la laïcité, on est justement dans un affranchissement de la société par rapport à cette domination confessionnelle et par rapport à l'aliénation qui pèse sur les individus. Le siècle des Lumières, c'est la fin du XVIIIe, et c'est quand même la deuxième moitié du XVIIIe, et c'est la première moitié du XIXe. Le siècle des Lumières, c'est quoi? C'est un siècle qui dit on ne se définit plus collectivement à partir du passé. On ne passe pas notre temps à chercher nos héritages, à nous référer à des héritages, etc., à des traditions de ci, de ça. On définit notre avenir ensemble. Et pour définir notre avenir ensemble, on doit échapper à un certain nombre de dogmes, de commandements, de choses qui s'imposent à l'individu, qui écrasent l'individu, qui restreignent sa liberté. C'est ça, c'est ce mouvement-là qui a lieu. Et c'est ce mouvement qui va aboutir à la laïcité. Donc la laïcité est effectivement construite en combat par rapport à une domination confessionnelle. Mais ça aurait pu être une domination économique ou financière, par exemple. Elle se définit par rapport à cela. Mais elle a quelque chose d'intemporel au sens où elle dit très clairement que vous croyez si vous voulez et vous croyez comme vous voulez. Vous pouvez croire comme catholique, vous pouvez croire comme protestant, vous pouvez croire comme musulman. C'est pas à la mode à l'époque, mais ça se serait dit si c'était le cas. Vous pouvez croire comme vous voulez, mais on vit ensemble. Vous pouvez ne pas croire, ne croire en rien, dire qu'après on est poussière, c'est tout. Mais nous pouvons vivre ensemble. Vous pouvez avoir les accents que vous voulez, mais nous pouvons vivre ensemble. Vous pouvez venir d'où vous venez. Si vous prenez fait et cause pour ce pays, nous pouvons vivre ensemble. C'est ça la laïcité. Donc c'est un principe de concorde et c'est en ce sens qu'il est intemporel. C'est quoi prendre fait et cause pour ce pays? Pardon? C'est quoi prendre fait et cause pour ce pays? Participer à la vie de ce pays, c'est... De quelle manière? Par exemple, ça dépend des situations. D'abord, ce sont les lois qui le définissent de plus en plus, mais avant que les lois ne le définissent. Je pense par exemple à la Révolution de 1789. Vous savez qu'il y avait des étrangers dans la Révolution de 1789. Vous savez que des étrangers ont siégé à la Chambre des représentants. C'est-à-dire qu'il y avait des étrangers élus en France. Mais vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, il y a des étrangers qui ont participé à la résistance. Et vous savez que dans toute l'histoire de la France, il y a des étrangers qui ont fait rayonner l'intelligence française, sa culture, ses principes, etc. Bon, donc voilà, c'est tout. Donc, la nation qui est accaparée actuellement par un parti xénophobe et un parti d'exclusion et de rejet, la nation s'est construite l'année qui a suivi la Révolution française, le 14 juillet 1790, sur la base d'une communauté civique. La nation ne s'est pas construite sur la base d'une communauté ethnique. La nation s'est construite, la nation française, elle, peut-être d'autres, on peut en trouver d'autres qui sont ethniques, mais la nation française, elle, s'est constituée sur une communauté de destin, sur une appartenance commune. Ce sont les lois qui nous permettent de faire société ensemble. Ce n'est pas nos origines, ce n'est pas nos apparences, ce sont les lois. C'est pour ça que la République française est laïque, mais elle est aussi démocratique. Elle vit sous l'empire du droit. Bon. C'est ça la réalité de l'histoire de la nation française. Donc la nation française, qui a d'ailleurs beaucoup inspiré la constitution d'autres nations, l'écriture de la loi fondamentale dans d'autres nations, la nation française est une nation civique. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut venir de n'importe où. Alors, fait de cause, on l'illustre de façon très très différente. Mais vous, votre vision à vous, prendre fait et cause pour le pays, c'est respecter la loi tout simplement? C'est vivre dans le pays, c'est respecter la loi. Mais on a le droit, franchement, on a le droit de venir d'ailleurs et de... Je ne parle absolument pas de ça. Non, mais je veux vous dire, non, parce que le sujet, c'est quand même si on est venu d'ailleurs, si on parle de prendre fait et cause. Bon, encore que peut-être pour les Français, il faudrait dire prendre fait et cause. Parce que quand on voit le propos de certains partis politiques, on pourrait leur demander de prendre fait et cause pour la nation française. Bon. Mais on a le droit de mener sa vie pénale aussi. Hein. Tous les Français ne sont pas obligés d'être des héros, hein, d'où qu'ils viennent. Hein. D'accord? Des héros quotidiens en plus. Voilà. Donc, alors, j'ai pas répondu à tout, même peut-être pas à vous complètement, monsieur, selon vos attentes, mais... On avait une question sur le lien entre racisme et homophobie.
Oui, je vois. Le débat sur... Je vois Madame Dati qui dit que les Français ne sont pas racistes, les élites, oui. C'est deux versants imbéciles d'une même pensée qui manquent d'élaboration. Mais franchement, non, les Français ne sont pas racistes, mais il y a des Français racistes. C'est un mystère. Bon, voilà, il y a des Français racistes. C'est tout. Mais ça n'a pas de sens de dire que les Français ne sont pas racistes. Les élites sont racistes en quoi? C'est fondé sur quoi les élites sont racistes? Qu'on dit, c'est pour ça que je dis que c'est une pensée qui n'est pas élaborée. Une pensée élaborée dirait, voilà, et on le sait maintenant, notamment avec le rapport PISA, mais on s'en doutait déjà, il y a des mécanismes de reproduction sociale qui sont encore lourds en France. Et que malheureusement, l'éducation, ces dernières années, a alourdi. Ces mécanismes de reproduction sociale ont pour résultat, entre autres, d'éloigner des responsabilités des personnes qui, justement, ne viennent pas de ces milieux sociaux, qui machin. Donc, effectivement, quand on regarde les institutions et ce que certains appellent les élites, moi, j'ai une autre vision des élites. Ce que j'appelle les élites, c'est l'intelligence dispersée dans le pays. C'est ça, les élites. Un artisan qui fait évoluer son métier, pour moi, il appartient à l'élite. Donc, il y a une conception classique de l'élite. C'est l'élite qui est au centre-ville, c'est celle qui court les plateaux de télévision, c'est celle qui fait des mondanités tous les soirs, c'est celle qui écrit, c'est celle qui est très chic, etc. Bon, c'est une réalité de l'élite, mais c'est très, très étriqué. L'élite d'un pays, c'est la capacité d'invention, c'est la vitalité de ce pays. Bon, voilà. Donc, même pour l'élite qui est au centre-ville, dire que l'élite est raciste, moi, je ne sais pas où ça va puiser. L'homophobie. Je ne dirais pas qu'il y a un lien entre racisme et homophobie, mais toutes les exclusions ont un lien entre elles. Au sens où toutes les exclusions s'abreuvent à une dévalorisation de l'autre. Voilà. Après, on invente le prétexte qu'on veut, mais il y a un rejet de l'autre. Donc le racisme, c'est le rejet... alors, on reste sur les histoires de Guénon. Bon, les racistes, ils ont un vrai problème avec la zoologie, hein, dans l'histoire. Dans l'histoire. Même Frantz Fanon a parlé du bestiaire, des dominants. Donc, ils ont un problème avec la zoologie. En plus, un problème qui est étrange parce que c'est toujours le singe, le gorille, le chimpanzé. Ça fait 2-3 siècles, c'est toujours ça la référence. Bon, donc, mais ça, c'est une pathologie. Je suis pas compétente pour traiter de pathologie. Mais il y a le racisme bestiaire, là, mais il y a les actes racistes qui sont terribles quand même au quotidien. Le racisme qui agresse physiquement, le racisme qui empêche une inscription dans une école ou dans une université, le racisme qui refuse d'accorder un emploi à une personne qu'il mérite, qui est qualifiée pour, mais dans la tête ne plaît pas. Ces racismes-là, ils sont terrifiants au quotidien. Et on ne doit pas les sous-estimer. Et si moi, dès le début, je dis que ce qui est grave, ce n'est pas l'effet que ça peut me faire. Je suis désolée, ça ne me fait aucun effet. Mais c'est grave. C'est plus grave que si ça me faisait un effet. Parce que ce serait quand même très pratique que je sois effondrée, démoralisée, en train de me demander si je ressemble vraiment à une guenante. Il y aurait plein de gens pour me consoler. Ce serait très simple, ce serait vite réglé. Mais dès le début, je dis que ce qui est grave, c'est ce que cela révèle de rejet dans la société et de danger pour les personnes qui sont exposées à cela. C'est pour ça qu'il nous faut le combattre. C'est pour ça que ça attaque le pacte républicain. Ce pacte républicain, ce contrat social, cette nation civique sont mises à mal, sont attaquées, sont contestées, sont récusées par les propos et les actes racistes. Parce qu'un individu, une poignée d'individus ou un parti politique décide qu'il y a des catégories de citoyens qui n'ont pas à être des citoyens. C'est comme ça. Et ne pas être des citoyens, c'est ne pas être en sécurité dans l'espace public, c'est ne pas avoir droit à un emploi quand on a travaillé et qu'on le mérite, c'est ne pas pouvoir poursuivre des études quand on désire le faire et qu'on en a les capacités. C'est ça. Donc ça n'est pas acceptable. Voilà. Et vous avez raison, madame, dans le fond, mademoiselle, vous avez raison de considérer que ce n'est pas seulement sur le terrain des valeurs, même s'il ne faut jamais renoncer aux valeurs. Voilà. Ce n'est pas seulement ça. Ensuite, Rigide sur la lutte. Oui, Rigide, j'ai décidé, j'ai répondu. Je n'ai pas répondu à la première question. Pourquoi la lutte antiracisme ne mobilise plus oui. auprès des couches
Vous avez raison de revenir. Oui, vous avez raison. Vous avez raison de revenir là-dessus parce que c'est un vrai... est-ce un problème? Je ne sais pas, mais c'est un vrai sujet. Et ça explique ce que vous disiez au début de votre question, à savoir le temps, la latence entre les faits, les propos et les réactions de quelque camp que ce soit. Je pense qu'il y a deux explications qui ne sont pas contradictoires entre elles. Il y a ce que j'ai appelé la sidération, d'entendre ça, voilà, on ne pensait pas qu'en France c'était encore possible. On est scotché, là, on est... et puis on se dit, bon, c'est tellement insensé, d'une part, et puis d'autre part, il y a le fait que... quel est l'état de la société, en tout cas, comment on perçoit la société. Parce que moi, je pense que aussi bien les milieux politiques que les milieux médiatiques se trompent sur la perception qu'ils ont de la société française. Ils se trompent dans la mesure où ils ont l'air tétanisés par des sondages, qui ne sont pas des résultats électoraux, mais des sondages qui concernent un parti politique. Et alors que pendant plusieurs années, il y avait ces espèces de remparts démocratiques qui étaient assurés par le milieu politique et par le milieu médiatique, de qualifier ce parti politique, son programme, ses idées, ses doctrines, de faire vraiment un travail d'explication, d'élucidation. Il y a maintenant là une espèce d'intimidation généralisée et on considère que les sondages sur ce parti font que, attention, les Français pensent comme ça. Attention, les Français pensent comme ça. Et si les Français pensent comme ça, soyons prudents, prenons des précautions, ne parlons pas trop haut, ne disons pas des choses qui peuvent agacer les Français qui pensent comme ça. Moi, je ne suis pas persuadée que les Français sont nombreux à penser comme ça. Je répète, il y a des Français racistes, c'est indiscutable. Il y en a eu. Et puis, il y a une tradition française, même si je la sais et je la crois relativement marginale. Il y a une tradition maurassienne, enfin bon, voilà, Maurras, Doriot, enfin bon, il y a des gens, des images, des pensées, des courants de pensée. Oui, à toutes les époques, on peut en trouver en France. Mais c'est pas ça qui fait le corps de la pensée française, c'est pas ça qui fait la substance de ce qui a nourri ni les courants de pensée françaises, ni ce que j'appellerais la culture générale française, c'est-à-dire un peu la perception que les Français ont de leur identité, de l'exigence de cette identité, de leur histoire, de leur rapport au reste du monde, etc. Donc moi je pense que ces précautions additionnées à la sidération expliquent... Bon, mais tout ça va avec le fait qu'effectivement la mobilisation n'a pas pris. Donc pourquoi n'a-t-elle pas pris? Est-ce qu'il n'y a pas d'antiracistes en France? Oui, il y en a, beaucoup plus qu'on ne pense. Mais il y a des gens qui ne se posent même pas la question. Il y a des gens qui vivent dans des quartiers, dans des villes, y compris dans les milieux ruraux, dans les communes rurales, qui vivent avec la différence. Et là où, si Mme Dati prenait le temps de réfléchir, elle ira un peu plus loin. Ce qu'elle pourrait dire, c'est que lorsqu'on regarde, lorsqu'on circule en France, partout, en ville, périphérie de ville, milieux ruraux, on voit bien que la société française est plurielle et que les gens vivent avec ça. On le voit bien. Donc on voit bien qu'au quotidien, si personne n'excite personne, au quotidien, les Français vivent la différence, ils vivent la pluralité. Et que par contre, lorsqu'on reste dans le cœur de la ville et qu'on circule entre les élites mondaines de ville, parce qu'on ne peut pas les laisser accaparer à eux seuls le caractère d'élite, lorsqu'on reste là, effectivement, on peut se dire, mais pas qu'ils sont racistes, on peut se dire que voilà, la reproduction sociale, elle se préserve, elle se maintient. Voilà. Mais ça suppose qu'on oblige madame à réfléchir. On va peut-être passer sur le prochain thème, sur Il en reste encore la méthode Taubira. Vous avez une personnalité forte qui ne laisse pas indifférent. Y a-t-il des questions? Bonjour. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Monsieur. Ici même. Quelle collaboratrice êtes-vous et pensez-vous qu'il est facile de travailler avec vous? Alors ça, c'est plutôt une question pour mes collaboratrices et collaborateurs, mais je vais vous répondre. Bonjour. Vous parlez des valeurs et vous revendiquez les valeurs et les idées, les idéaux dont desquels vous agissez, vous menez votre conduite. Je voulais savoir si les contraintes institutionnelles, administratives, parfois peut-être politiques en tant que ministre, vous frustrent dans
voilà, dans cet exercice, et si vous faisiez une différence entre justesse et justice dans l'action que vous menez. Moi, j'ai une petite dernière question. Votre personnalité, comment vous en servez au sein du gouvernement? Quel est votre statut dans le gouvernement? Comment vous servez de votre aura médiatique, de votre... Voilà. Et pour compléter, est-ce que vous vous sentez peut-être pas en opposition, mais en difficulté avec la méthode, on va dire, Hollande-Hérault, qui est largement basée sur le compromis? Est-ce que vous ne pensez pas que cette méthode-là, c'est un peu une occasion manquée à l'heure où la gauche a quand même le pouvoir partout dans le pays et va probablement le perdre en partie petit à petit avec les élections qui arrivent? Bon, les questions les plus difficiles ont été conservées pour la fin. Comment je m'en sers au gouvernement? Je m'en sers pas du tout. Et ça, c'est sans doute une des... Comment je vais l'appeler? Faiblesse, peut-être. Pendant longtemps, j'appelais ça une infirmité. Je suis absolument incapable d'être dans le calcul politique. Et à plusieurs reprises, depuis que je suis garde des Sceaux, on m'a interpellée de façon tout à fait, pas démagogique du tout, hein, de façon tout à fait responsable quand même, en me disant mais quel usage vous allez faire de votre popularité? Qu'est-ce que vous comptez en faire? Sauf que je suis incapable de m'asseoir et de réfléchir quel usage je vais faire de ma popularité. D'abord, je ne sais pas la mesurer. D'abord, ce n'est pas tellement mon souci, parce que quand on me cogne dessus, si je me mets à me caresser de ma popularité, quand on me cogne dessus, dans quel état je serai? Donc voilà, moi j'ai la même distance à l'égard des injures. J'ai eu mon compte quand même. Hein. Vous parlez des dernières, mais enfin depuis ma prise de fonction, je suis arrivée le 17 mai. Le 20 mai, j'ai eu droit à... reprenez quand même, hein. Je veux dire qu'on peut faire un florilège. Et lorsque je dis qu'on a vu venir le coup de la Guenon, je suis sérieuse là-dessus. Je suis sérieuse. Les choses se sont abattues au fur et à mesure. On s'est permis dans le monde politique quand même des allusions, des images, des références. On s'est permis des choses hein, qui ont abouti à ce qu'une élue du Front National me traite de Guenon, hein, avant que ce soit la gamine. Mais je veux dire que le cheminement, on peut le retracer quand même, hein, depuis le 17 mai 2012. Ah, il y a incontestablement de ça. Hein. Il y a incontestablement du fait que je sois une femme, du fait que le soleil est passé. Et il y a de très beaux poèmes arabes sur la peau noire. Bref. Du fait que j'assume mon camp, j'assume d'être dans un camp, j'assume de faire des choix, j'assume de me référer à des valeurs, j'assume du fait que voilà, j'ai un peu de caractère, voilà, que je ne m'écrase pas, que je ne vois pas pourquoi je m'écraserais devant qui que ce soit. Je crois profondément à l'égalité, intrinsèquement à l'égalité. Voilà. La première obligation d'égalité, c'est le respect de l'autre en face, le respect de soi. Bon, voilà, donc je ne m'écrase pas. Donc ça va, ce sont des ingrédients qui participent de... donc moi, je ne sais pas calculer ça. Je mène mes combats et je pense que lorsque j'ai une popularité qui contribue à la crédibilité de ma parole et de mon action, ça aide mon action. Et ça me suffit, moi. Ça me suffit. Donc voilà, au sein du gouvernement, je ne m'en sers pas parce que j'ai une discipline de vie, j'ai une éthique, je m'impose des règles qui sont extrêmement rigoureuses, extrêmement. Personne ne m'imposerait les règles que je m'impose. Elles sont extrêmement rigoureuses et je fonctionne comme ça et je continue à fonctionner comme ça. Je le faisais avant, je le fais en tant que garde des Sceaux, j'aurai les mêmes règles après. Alors, la question des institutions et de la méthode Hollande-Hérault, qui est effectivement... Oui, quand on dirige, je pense qu'on doit écouter la société tout entière, on doit être attentif et on doit pratiquer l'art du compromis. Je le pense parce que je l'ai appris à mon corps défendant. Hein. Je suis d'un tempérament effectivement très acéré. Je suis aussi extrêmement impatiente. Je suis profondément impétueuse. Voilà, quand je crois à quelque chose, il faut le faire. J'essaie de ne croire chose bien. Je ne crois pas en croyance. Pour moi, ce ne sont pas des superstitions. Ce sont des convictions qui sont construites sur la base de lecture, d'analyse, d'écoute des arguments
Au contraire, moi, j'ai lu des tas de choses et je continue à lire des tas de choses, y compris de philosophie que je ne partage pas, mais dont j'ai besoin de comprendre la logique, la cohérence. Donc voilà, moi, je construis mes convictions sur cela, avec le souci d'intérêt général. Sinon, je vais faire autre chose, hein. Je veux dire que moi, j'ai eu une vie avant d'être députée et puis garde des Sceaux. J'aurai une vie après. Je sais que je sais faire des tas de choses. Je n'ai absolument pas peur de l'avenir. Lorsque j'étais en activité professionnelle avant d'être députée, j'avais choisi de changer de métier tous les 4 ans. Voilà, pour me fixer des défis nouveaux, pour faire des choses nouvelles. Bon, voilà, donc je sais que je peux changer de vie. J'ai changé de vie 1000 fois dans ma vie. Donc je n'ai absolument pas peur de changer de vie, pas peur de situations nouvelles, pas peur de l'inconnu, de sorte que je n'ai aucune raison de trahir un principe. Ça ne vaut pas le coup pour moi de trahir un principe. Voilà. Si on a rêvé toute sa vie d'être ministre, on peut piétiner des choses. Et pour tout vous dire, moi je pensais avoir une vie plus calme. Mais voilà, donc moi je peux changer de vie ce soir. Je n'ai aucune angoisse sur ça. Donc, je ne cède pas sur les principes. Maintenant, c'est vrai que fonctionner collectivement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Moi, j'ai appris très durement. Hein, j'ai appris très durement à fonctionner collectivement. Je l'ai appris en Guyane, déjà, quand je suis devenue députée, qu'il a fallu tenir compte voilà, mener des batailles collectives. J'étais toujours pressée, je voulais toujours aller plus loin. Puis je ne comprenais pas pourquoi les autres traînaient ou tiraient. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient critiques alors que je savais que j'étais complètement désintéressée, que ce que je faisais, c'était ce dont j'étais persuadée que c'était le meilleur pour l'ensemble, pour tous, parce que j'ai cette rigueur intellectuelle que je m'impose par devoir, mais que je m'impose par plaisir aussi. Par plaisir. Moi, ce qui m'excite le plus dans la vie, c'est vraiment de découvrir des choses nouvelles, de plancher sur une idée nouvelle, de discuter avec quelqu'un qui a une pensée neuve, de découvrir un nouvel auteur. C'est ce qui m'excite le plus. C'est-à-dire, c'est pas de rester sur mes acquis. Je ne reste pas assise sur ce que je pensais à 20 ans. Mais il y a des choses que je pensais à 20 ans et que la vie et que l'expérience ont consolidées et que je pense plus fortement. Voilà. Donc, oui, avec mon tempérament, c'est compliqué, mais c'est compliqué. Mais j'arrive à... Voilà, je n'ai rien eu à trahir. Le jour où je serai face à une obligation de trahison, je m'en irai, parce qu'en plus, je n'ai vraiment aucune angoisse à aller faire autre chose. Sinon, c'était ça les questions, non? Oui, c'est justement, puisque vous n'avez pas l'angoisse électorale, est-ce que vous n'avez pas le sentiment encore plus que la gauche perd un peu une occasion historique? Et c'est peut-être aussi l'idée du FN, alors c'est un grand débat, mais que... finalement, en PSUMP, il n'y a pas tellement de différence. Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là? Il y a quand même des différences très fortes hein, entre le PS et l'UMP. Ouais, ouais. Il y a un que, franchement, je ne fréquenterai pas. Franchement. Mais même si je respecte des personnes de l'UMP. Et puis pas depuis que je suis garde des Sceaux. Hein, il m'est arrivé de mener des batailles législatives et voilà, de saluer des parlementaires UMP. Il y a des personnes de la droite, ce que j'appelle la droite gaulliste notamment, pour qui j'ai de l'estime et du respect. Des gens comme Alain Juppé, par exemple, c'est quelqu'un qui ne perd jamais son chemin idéologique. Voilà, il ne s'égare pas dans ses valeurs. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai du respect. Mais, oui, la gauche, il ne faut pas les confondre. C'est un jeu trop facile, très, très lucratif pour le parti qui joue à ça. Mais c'est vrai que la gauche n'est pas offensive. Elle n'est pas suffisamment offensive. Et je pense effectivement qu'elle est en train de louper des rendez-vous. Je le pense, je le regrette profondément. Moi, je livre toutes les batailles que je peux, que j'estime devoir livrer. Je livre les batailles sémantiques qui me paraissent nécessaires, parce que je crois qu'il faut désensorceler les esprits qui ont été complètement endoctrinés par des mots. Je livre des batailles culturelles, parce que je pense qu'il faut travailler à nouveau la société française pour lui rappeler ses schémas culturels, ses schémas d'analyse et de raisonnement. Je livre des batailles politiques, parce que je pense que la droite et la gauche, ça n'est pas la même chose, que la droite et la gauche ont des héritages différents, ont des conceptions différentes, ont une perception, une vision différente de la société. Même lorsqu'il est arrivé qu'à l'usage du pouvoir, un certain nombre de mesures prônées par la droite, la gauche a été mise en œuvre par la droite, que la gauche s'est retrouvée après à consolider ces mesures qui en général venaient d'elle, même s'il y a eu ça,
sur le fond doctrinal même, la droite et la gauche, ça n'est pas la même chose. Donc là aussi, il faut mener des batailles politiques et je les livre. Et il y en a d'autres qui les livrent, hein, je ne suis pas seule à le faire. Mais c'est vrai que collectivement, on ne fait pas apparaître une dynamique qui montre que ces batailles-là sont livrées, alors qu'elles sont essentielles, elles sont vitales, elles sont urgentes. Donc je le déplore, mais bon voilà, je fais ma part et je fais plusieurs tours de France. Tous les prétextes sont bons pour moi pour aller rencontrer les citoyens et leur parler. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Peut-être que je n'ai pas répondu au monsieur Dufond qui relevait... C'est ça. La question, c'est... Est-ce que la vie politique d'une ministre est frustrante au jour le jour? Oui, c'est frustrant, mais pas seulement pour mes convictions. C'est frustrant parce qu'on est terriblement aspiré. On est pris d'assaut au quotidien par des sujets techniques. Il faut savoir prendre de la distance sur les sujets techniques parce que la politique, c'est-à-dire c'est le choix, c'est gouverner, c'est rendre compte. Donc, quel que soit le sujet, toute la journée, on vous met sous le nez des problèmes techniques, des sujets techniques, des réponses techniques. Toute la journée, on vous met ça sous le nez. Il faut savoir le prendre parce que c'est du matériau de très grande qualité. Mais il faut se battre pour avoir un peu de distance, pour ne pas se laisser emprisonner dans ce matériau de très grande qualité et apporter des réponses techniques aux problèmes techniques. Il y a des niveaux de réponses techniques, mais gouverner, c'est assumer des positionnements politiques, c'est assumer une responsabilité. Donc ça, c'est un peu frustrant parce que ça vous demande constamment de la vigilance, de l'énergie, une disponibilité que personne ne vous reconnaît ou ne vous suppose. Hein, parce qu'il y a des tas de sujets différents. Chacun vient avec le sujet qui remplit complètement sa vie et qui croit qu'il va remplir complètement la vôtre. Sauf qu'il y en a 20 autres qui viennent avec la même chose et les mêmes intentions. Donc ça, c'est frustrant. C'est frustrant aussi de ne pas aller assez vite, mais on ne va jamais très très vite ensemble. Donc, bon voilà. Soit on choisit de faire cavalier seul, on va plus vite, mais jusqu'où va-t-on? Soit on accepte d'avancer avec les autres et on avance forcément plus lentement. Donc, oui, il y a des frustrations. Oui, mais elles n'empêchent ni de vivre ni de se battre. Et pour l'instant, elles ne justifient pas que je m'en aille, mais si elles viennent attaquer des choses essentielles, je me poserai la question. Voilà. Je n'aime pas formuler les choses comme ça parce que je ne veux pas qu'il y ait la moindre idée ni de chantage, ni de... Comprenez ce que je veux dire, hein? Mais je crois que vous serez confrontés à ça. C'est ce que je disais au début de mon propos en tant que journaliste. Il y a des situations où vous allez vous demander est-ce que votre liberté, qui va avoir telle conséquence, mérite d'être servie, c'est-à-dire est-ce que vous vous mettez au service de cette liberté, ou est-ce que vous estimez que pour les conséquences que ça aura, vous restreignez vous-même votre liberté? Je pense que dans votre métier, vous aurez de temps en temps, ou peut-être souvent, à vous poser ces questions-là. Voilà, parce que la vie, c'est ça. On vit ensemble. Sinon, on va dans le désert. C'est une tentation qui me prend parfois. J'ai même choisi, ce serait le désert de Kalahari ou le Grand Karoo, avec une poignée de dattes et une gourde d'eau. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Et on se passionne pour le monde végétal et minéral. Mais je préfère le monde humain pour l'instant. Merci à tous. Voilà, on va y...